Bonjour et bienvenue sur la seconde vidéo dédiée aux statistiques d'Age of Sigmar. Donc, ça sera la suite de la première qui a traité des Gunbusters et dans celle-là nous allons traiter des Beastclaw Riders, la seconde partie du Battle Tome Ogre. Alors on va directement rentrer dans le gros du sujet. On va parler des Behemoths. Il y a deux Behemoths différents qui se déclinent en trois versions chacune. Je vais commencer par les Stonehorn, c'est les plus gros, et après les Thunder Tusk. Donc les Stonehorn, la première version c'est le Frost Lord. On voit qu'il fait beaucoup de dégâts. Sur tous les Stonehorn, alors en fait j'ai mis les dégâts et les dégâts en charge parce que ça fait quand même une belle différence. Je trouvais que c'était important de le noter. Donc on voit que la figurine fait beaucoup de dégâts. Mais c'est sans surprise. Elle coûte cher, c'est la figurine la plus chère de l'unité. Et ses ratios sont pas si bons quand on les regarde tels quels, étant donné ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est en principe le cas des Behemoths en général. Ils ont d'autres intérêts. Donc on voit qu'en charge, ça améliore quand même nettement ça. On voit dans les dégâts du Frost Lord qu'on peut directement comparer à ceux du Huskar ou des Beast Riders. Alors entre le Huskar et les Beast Riders, il y a une toute petite différence en faveur des Beast Riders parce qu'ils mettent plus de coups de poing comme ils sont deux, mais ça s'arrête là. Mais le réel différence elle se situe entre le Frost Lord et les autres déclinaisons, on va dire. Donc la différence de points elle se fait aussi sentir puisqu'il y a presque 100 points d'écart ou 100 points d'écart. Ce qui fait que les ratios des Huskar ou des Beast Riders sont pas mauvais en fait. Ils se rapprochent beaucoup de ceux du Frost Lord. Donc après, il va falloir choisir. Alors soit du gros Frost Lord, soit plus de petits. L'un dans l'autre, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'on peut dire, c'est que les Frost Lords et les Huskar, comme ce sont des héros, déjà ils peuvent utiliser les points de commandement, ils peuvent du coup relancer leur propre charge et tout ça, alors que les Beast Riders non. Et ils sont surtout éligibles au fait d'avoir un trait de monture qui... Là, j'ai rien mis sur les traits de monture. Alors comme pour les autres, j'avais fait un tableau avec tous les traits de monture, mélangé à des artefacts, machin, mais c'est trop lourd pour le format vidéo. Donc je trouve, après on peut toujours en discuter entre nous, mais ça change quand même beaucoup les choses pour cela par rapport aux Beast Riders. Les Beast Riders, eux, leur intérêt c'est d'être une ligne et de permettre l'armée uniquement composée de Behemoths, et ça c'est cool quand même. Alors voilà, ça c'est les statistiques globales des Stonehorn pour commencer. Et juste à côté, il y aura les Thunder Tusk. Alors les Thunder Tusk, c'est différent. D'abord, je tenais à vous dire que j'ai pas fait les stats de tir des Beast Riders ou du Huskar, quoi. Il va envoyer son vautour, c'est une BM sur un de plus. Voilà, c'est tout. Je l'ai pas mis, je l'ai mis nulle part en fait. C'est pas anecdotique, mais pas loin, quoi. Elle est toujours utile, la blessure du vautour, mais on va pas s'arrêter à ça. Donc ensuite, le Thunder Tusk. Thunder Tusk, c'est vraiment différent. C'est un marché de niche, quoi. Rien qu'en comparant leurs statistiques, donc on voit que le Frost Lord fait quand même beaucoup de dégâts. Il en fait pas autant que n'importe quel Stonehorn, mais en fait... c'est surtout dû au fait que le Frost Lord, le cavalier, fait beaucoup de dégâts. C'est là où on voit la différence entre le Frost Lord et les autres variantes des Behemoths, même sur le Stonehorn. Et ça fait que ça sauve cette unité-là au combat, quoi. Alors que quand on voit les
cette stick du Huskar ou des Beast Rider, là, par contre, c'est ridicule, quoi. Franchement, pour le prix que ça vaut en points, moi, je suis un peu déçu de ça. J'ai un Thunder Tusk que j'aime bien jouer, que je joue en Frostlord tout le temps. Et c'est pas que des chiffres, quoi. Leur trait de monture, alors ils sont éligibles au trait de monture. Il y en a un qui est particulièrement bien, je trouve, c'est le fait de faire taper les adversaires en dernier quand on ne charge pas. Donc ça c'est plutôt cool. Le Thunder Tusk perd le Feel No Pain parce que le Stonehorn a un squelette de pierre qui fait qu'il a une seconde sauvegarde sur du 5+, qui répond aux blessures mortelles et tout ça, donc il subit pas mal la comparaison. Bon, le but c'est aussi de les comparer ces deux-là, parce que c'est le même kit déjà, donc il va falloir choisir. Alors on peut toujours les aimanter et tout ça, mais moi c'est ma première armée, je commençais avec des start coach, j'en ai aimanté aucun. Donc j'ai un Thunder Tusk et 2 Stonehorn par chasse, ça passe. Mais bon. Voilà pour ça, quoi. Ensuite, le Huskar, alors c'est vrai qu'il coûte moins cher, le Frostlord coûte 50 points de l'autre, donc on pourrait choisir entre Frostlord sur Stonehorn ou un Frostlord sur Thunder Tusk avec un point de co. Ça se réfléchit. Le Huskar, lui, c'est différent, en fait c'est le prêtre, c'est le seul prêtre de l'armée des ogres, il a accès à des prières qui sont des bonus non négligeables, hein, comme relancer les 1 aux blessures. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est que c'est sur du 4+, et une autre prière pour augmenter le mouvement ou ressusciter des Yeti. C'est des builds hyper particuliers, je pense. C'est super dur à rentrer. Il peut soigner, mais bon, je suis toujours sur du 4+. Pour une figurine à 300 points, c'est pas terrible. Mais il a un intérêt dans des builds particuliers. Par contre, les Beast Riders, alors eux, leur seul intérêt, ça serait le tir du Thunder Tusk. J'en ai pas encore parlé, mais le tir du Thunder Tusk, il est lamentable. Enfin, il peut faire 6 BM à 18 pouces sur des unités de plus de 20 figurines. Mais si on tombe entre 10 et 20, c'est 4 BM. Puis sur des unités de moins de 10, c'est 2 BM. C'est ridicule, quoi. Enfin... Et dès qu'il est un peu blessé, ça dégage, quoi. Enfin, les Thunder Tusk Beast Rider, j'ai essayé de les sauver. Je sais pas s'il y a des gens qui en jouent, mais je trouve que ça va être la pire unité du Battletome et de loin, quoi. Même les maniteurs qu'on a vus dans la vidéo précédente, qui sont des unités que je considère comme pour le fun, ou le gorgeur, enfin, c'est des trucs qui sont invisibles, on voit pas, mais c'est meilleur que ça. Et du coup, ça me désole un peu. Enfin, surtout que dans la précédente version, les Thunder Tusk étaient super forts et que je pense qu'il y a des gens qui ont des Thunder Tusk Beast Rider. Donc c'est chaud, quoi. C'est chaud. Alors, la comparaison, elle est assez vite faite. Moi, chacun est jouable dans certaines optiques. Je trouve que le Frostlord sur Thunder Tusk, un seul, avec le bon trait de monture, est une des meilleures figurines à choisir parmi ces 6 profils. Le Frostlord sur Stonehorn, lui, il a fait ses preuves. Je peux dire ce que je veux. On peut pas nier que c'est une bonne figurine. Les Beast Riders aussi. Le Huskar, lui fait partie d'un bataillon hyper intéressant, donc on va le voir. Et si on a un trait de monture à mettre, en fait, il sera meilleur que des Beast Riders. Donc il a son intérêt. Après, le Huskar sur Thunder Tusk, lui, c'est différent. Il est utile que dans des builds particuliers à base de Yeti, parce qu'ils buffent bien les Yeti. Et donc, pourquoi pas. Je saurais même pas dire quel trait de monture lui mettre, parce que je sais pas. C'est pas le trait qui permet, qui est normalement super bon pour faire taper les autres en dernier.
il est pas si bon du coup, et étant donné que ça tape pas, et à part ça, lui rajouter de la vie ou être moins sensible à la rend, mais bon, il a une save à 4, c'est pas fabuleux. Et les Thunder Tusk ont -1 pour être touchés au corps à corps. C'est pas fabuleux. Quand les autres ils ont un squelette de pierre qui est une seconde sauvegarde invulnérable à 5+, c'est un peu limite. Alors, voilà, moi j'essaie de sauver à fond le Frostlord sur Thunder Tusk, parce que je l'ai en plus, et que j'aime bien le jouer. Je trouve que le fait de pouvoir faire taper les autres en dernier, choses comme ça ouvre des possibilités tactiques, mais honnêtement, quelqu'un qui commence, il peut construire des Stonehorn, c'est pas perdu. Voilà, pour cette partie-là, je me suis pas mal étalé, contrairement à l'autre BT, mais il va y avoir que 2 tableaux dans ce... Pas l'autre BT, à l'autre partie du BT, mais il va y avoir que 2 tableaux dans cette vidéo-là. Elle va être certainement plus courte. Et donc j'ai pas mal évoqué de choses. Voilà. Maintenant, on regarde le second tableau. Alors dans le second tableau, j'ai mis tout ce qui restait. Il y a un héros dedans, mais j'allais pas faire un tableau uniquement pour ce héros, et c'est quand même un Beast Claw Rider, donc il méritait d'être dans cette vidéo-là plutôt que dans la précédente. Je vais commencer du coup par les Yeti. Les Yeti, c'est une unité de piétons, infanterie monstrueuse, on va dire. Une vraie infanterie monstrueuse pour le coup, parce que les autres, ça reste quand même des lignes, ils comptent pour 2, ça fait troupaille, alors que le Yeti, non, il a un rôle particulier dans l'armée, c'est un peu une niche, quoi. Donc on peut voir ses dégâts, évidemment, il va être de suite mis en comparaison avec le glouton ou avec les autres figurines, quoi, mais plutôt piétons. On voit qu'il fait des dégâts corrects avec un bon ratio. Il a autant de PV et il coûte moins cher. Il fait quand même des dégâts, moins que les autres. Il a ses avantages et ses inconvénients. Il touche à 4+, c'est pas bien, mais il a une rend. Et bon, son aptitude principale, c'est d'engager à 6 pouces. Il est éligible à combattre à 6 pouces, il engage à 6 pouces. Ça, c'est unique pour l'armée. C'est le seul de l'armée qui le fait. Toutes les armées n'ont pas cette option-là. Et donc, il se regarde, il a un bon mouvement, il a une mauvaise save, il a un -1 pour être touché, mais c'est des unités hyper fragiles, donc c'est bien qu'ils engagent à 6 pouces, ils vont taper en premier, mais ils ont des gros socles, donc par pack de 6, à la limite, on pourra toujours en faire taper 5. Il faut voir si on lave ce qu'on tape, parce que le retour, il va pas être en notre faveur, quoi. Ils vont se faire massacrer en retour. Mais il y a pas mal d'opportunités. Ils peuvent courir et charger. C'est des builds particuliers. Il faudrait construire des armées autour des Yeti. Justement, avec le Huskar sur Thunder Tusk, c'est un moyen de le sauver, lui aussi, parce qu'il peut faire revenir des Yeti. Donc, il faudrait faire des packs de 6 Yeti, par-ci, par-là. C'est jouable. Après, je sais pas. Je regarde vite fait sur le BT. Les Yeti sont battle line si le général est un Thunder Tusk. Donc, il y a vraiment moyen de faire une armée autour de packs de Yeti. Pourquoi pas 3 x 6 Yeti. Alors après, ça fait 18 Yeti à peindre. J'ai 3 Yeti. Je les aime bien. 6, je les aurais peints. 12 en me forçant, 18 ça me saoule parce qu'il y a 3 poses différentes. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que ça reste une bonne unité qui est très jouable à mon avis. Ensuite, les Frost Sabres, donc les crocs de givre, eux, c'est je sais pas, des petites unités de 2 loups pour 40 points, les deux. C'est la ligne la moins chère de Age of Sigmar, je pense, parce qu'ils sont en ligne à partir du moment où il y a un Hunter en général.
Ils chargent bien, ils tapent bien pour leur coup. Et ouais, ils sont des dégâts plutôt bons. Euh, Ils ont des PV corrects, bon, une save à 6+, mais ils sont là pour apparaître en embuscade avec le chasseur, quoi. Ils ont un rôle super particulier. C'est d'apparaître en embuscade avec le chasseur et de voler des objets, de tuer un héros, de finir une unité. C'est super polyvalent, quoi. C'est pareil, c'est un peu comme les Yeti, ils ont une place particulière que toutes les armées n'ont pas. Et elle est même mieux que celle des Yeti parce que ça s'intègre dans tout, quoi. Un chasseur avec eux et allez hop, on peut tout faire, quoi. Et en plus, après, ils ont aussi un autre rôle pour des builds. Un build qui marche plutôt bien, que j'ai pas essayé, il me manque un Stoneorm pour faire ça. Mais c'est les builds à base de 4 Frostlord, plus un Hunter, et les Frost Sabres servent à compléter les slots de ligne, en fait, et à très bas coût pour pouvoir avoir un maximum de points sur les Frostlord. Et bon, et en plus, une grosse unité de Frost Sabre en embuscade, ça fait toujours peur à l'ennemi. Il peut pas négliger un héros ou un objectif parce que si on en met 6 dans un pack ou 8, quand ça te fonce dessus, ça fait quand même des dégâts et tu peux pas les négliger, quoi. Ensuite, le Mournfang Pack, donc c'est la cavalerie monstrueuse, si j'ose dire. Des ogres, même s'il y a une plus grosse cavalerie que ça. Et ça reste la ligne en cavalier, elle est mise en comparaison directe avec les Stonehorn Beast Rider, parce que je parle pas des Thunder Tusk, c'est fini. Et on voit qu'en fait, les dégâts qu'ils font, ils sont très loin d'être négligeables. Et ils valent pas si cher que ça en points, enfin 70 points par figurine, mais faut relativiser, quoi. Leurs points par PV sont meilleurs que ceux des Beast Riders, leurs points par dégâts sont meilleurs que ceux des Beast Riders. Donc il n'y a pas... Il y a moyen de comparer, mais c'est des figurines qui sont assez boudées, je trouve, d'après ce que j'ai lu sur Internet, mis à part un sujet que j'ai vu sur YouTube d'une chaîne canadienne, AOS Geek, qui était très intéressant. Donc voilà, je sais pas s'ils regardent ma vidéo, je les salue. Ils sont sympathiques et c'est instructif de voir leurs vidéos. Mais du coup, c'est une unité qui est assez boudée par rapport au Beast Rider. Alors, je sais pas trop pourquoi. Ils comptent quand même pour 2 sur les objectifs, les autres comptent pour 10, mais ils sont plus nombreux, ils ont plus de vie, voilà, ils fuient pas, ils ont une grosse bravoure, plus leur bannière, plus le bonus des ogres, ça fuit pas et c'est plutôt bon. Leur particularité, c'est que pour bénéficier justement des bannières et du musicien, ils doivent être 4. Ils peuvent être pris par 2 pour 140 points, mais ils doivent être 4 pour bénéficier des bonus de musicien et de bannière. Bon, pourquoi pas. Par contre, on peut faire une comparaison en interne aussi entre les points de fer et les hachoirs géants. Alors, ça, c'est incompréhensible, en fait, parce que les points de fer n'ont quasiment que des avantages par rapport aux hachoirs géants. C'est assez dommage. Moi, j'ai 2 packs de points de fer, un pack de hachoirs, et je le mets tout le temps. Déjà parce que je l'ai et qu'il me le faut pour finir ma liste. Mais mis à part ça, c'est super dommage qu'ils aient tout donné à l'un et pas à l'autre. En fait, les hachoirs... Les hachoirs touchent sur du 4+, et c'est ça qui les pénalise énormément. Ils ont... Bon alors, les points de fer ont 3 attaques dégâts 2, les autres ont 2 attaques dégâts 3. Mais à côté de ça, c'est pareil, sauf que les hachoirs touchent sur du 4+. Ils perdent ça par rapport à leur rend, à la limite. Ils gagnent rend -1 et ils touchent sur du 4+. Donc pourquoi pas, jusque-là, ça se vaut.
Et après, les points de fer ont quand même le bonus du point de fer, le même que les gloutons, qui font qu'ils renvoient pas mal de mortels, parce que c'est des unités qui ont 6 points de vie par figurine, et c'est pas négligeable. Donc je comprends pas. Ce point de fer est censé être compensé par la portée 2 pouces des hachoirs, mais bon, honnêtement, par pack de 4, ça va. Je pense pas que j'ai jamais vu quelqu'un, ou entendu quelqu'un, ou lu quelqu'un qui voulait les jouer par plus que ça. Donc, à moins de se faire charger par le côté, on pourrait peut-être taper avec une figurine et seulement son hachoir, pas sa monture. Franchement, non. Je vois aucun intérêt au hachoir. C'est super dommage. Alors, je les ai joués, hein, mais c'est quand même dommage. C'est tout ce que j'ai à dire sur eux. Et puis pour finir, le Hunter, le héros à pied des Beast Claw Rider. Bon, mais alors là, comme les autres héros, les statistiques sont pas de sa faveur, mais c'est normal, il sert pas à ça, il sert à se mettre en embuscade pour voler les objectifs et tout ça. J'ai déjà fait un topo sur lui avec les Frost Sabres. Et voilà, il peut embarquer des Frost Sabres. Et il a une petite aptitude de commandement qui sert à ça. Il débloque l'accès aux Frost Sabres en ligne. Et ça, c'est plutôt bon. C'est un bon héros. Il peut rentrer dans beaucoup de listes, que ce soit Beast Claw Rider ou Gutbuster, pour apporter cette embuscade, quoi. Donc c'est une unité que j'aime bien et qui mérite sa place quand même. Donc voilà, j'ai à peu près évoqué tout ça. Donc maintenant, comme dans la vidéo précédente, je vais essayer de récapituler les différents bonus dont peuvent bénéficier les unités. Les buffs, les aptitudes de co, les traits de monture, etc. Pour les améliorer, quoi. C'est pas que ces stats-là qui vont compter, c'est aussi la synergie globale. Donc en termes de synergie simple, il y a les traits de monture. Les traits de monture des Stonehorn qui sont très bons. Ajouter un OG de touche, faire des dégâts en début de phase de combat, améliorer la perfo, améliorer de 1 léger de charge, c'est super, quoi. Et il y en a au moins 4, 4 voire 5, allez, mais qui sont 4 très bons, et on jouera jamais plus de 4 héros Behemoth de toute façon, donc tout est bon là-dedans, quoi. C'est super. Pour les Thundertusk, c'est vachement plus mitigé, quoi. Moi, j'en vois un super bon quand on a un Frostlord. C'est que les ennemis à 3 pouces, les unités, pas les figurines, donc les unités ennemies à 3 pouces combattent à la fin de la phase de combat. Si on n'a pas chargé, c'est-à-dire que si on charge, c'est nous qui choisissons le séquençage de la phase de combat, donc on va pouvoir le faire taper en premier, et si l'ennemi nous charge, il va quand même taper en premier. On a vu qu'il tapait plutôt bien, il n'est pas du tout ridicule, et il a -1 pour être touché. Bon, il y a moyen de faire quelque chose avant de se faire laver, et pour 354 points, c'est assez important, je trouve. Après, les autres, ils sont vraiment négligeables. J'ai pas tellement envie d'en parler. Voilà, je les trouve mauvais, quoi. Ensuite, en termes d'artefacts génériques, il n'y a pas tant que ça. Il y a un artefact pour Frostlord Whiskar qui peut permettre une dispel auto. Alors, si on a... Ouais, c'est toujours beau, ça peut bloquer, j'en sais rien, un spell portal ennemi et lui gâcher sa phase de magie. C'est un très bon artefact, je trouve, moi. Ça améliore pas la létalité. Et chez le chasseur, il y a un artefact qui permet de gagner des points de commandement tant qu'il est en embuscade. C'est super bon. Enfin, moi, j'aime bien. Au niveau des sorts, du coup,
Il y a toujours le festin de sang. Le festin de sang, il est toujours aussi bon, en fait. Mais il peut pas cibler les monstres. Donc, il va cibler les Mournfang, les Yeti ou pourquoi pas les Frost Sabre. Dans une moindre mesure, mais pourquoi pas. Ça donne plus une attaque. C'est super fort, quoi. C'est le seul moyen de faire passer les hachoirs géants au-dessus des points de fer. Parce qu'ils ont dégâts 3 et les autres ont dégâts 2. Donc quand on fait ça, les hachoirs géants qui étaient kiff-kiff, un petit peu en dessous, passent bien au-dessus. Mais bon, je trouve que ça fait un peu trop de choses à mettre en place pour pas grand-chose. Ensuite, il y a le sort Entrailles en fusion qui, lui, ne cible que les monstres. C'est un peu c'est le penchant monstrueux de Festin de sang. Il permet d'augmenter de 1 les dégâts des attaques de la monture. Alors encore une fois, le Thunder Tusk, il est perdant parce qu'il a qu'un profil d'attaque, enfin sur sa monture. Alors que le Stonehorn, il en a 2, il a les cornes et les sabots. Et du coup, le Thunder Tusk, il devient un peu meilleur, mais il a 4 attaques, quoi. Donc 4 attaques plus un dégât, c'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais c'est pas... Alors que l'autre, ça devient encore mieux. C'est comme si on en prenait un qui n'a pas chargé et un charge, puisque l'effet de la charge, c'est exactement le même. Et donc ça peut se cumuler et ça peut faire de très gros dégâts une fois que c'est cumulé. Donc à voir, en fait, suivant vos builds de liste, si vous avez plus de Mournfang, Yeti, ou autre, en fait, même les Gutbusters, ce sera toujours mieux Festin de sang. Entrailles en fusion, c'est vraiment une liste axée monstre avec un boucher qui sert à envoyer Entrailles en fusion sur tous ces monstres, justement. Ensuite, pour les grosses tribus, dans les hors-de-gueule que l'on peut présélectionner avec les aptitudes et traits de commandement déjà imposés, on va dire. La première, c'est la première dédiée au Beast Claw Rider. J'en ai déjà évoqué 3 qui sont dédiés au Gutbuster et il y en a 3 autres dédiés au Beast Claw Rider. Il y a la hors-de-gueule des têtes de roc. Alors eux, c'est la hors-de-gueule des gros monstres. Ils donnent plus 1 point de vie à tous nos monstres. Et chacun de nos héros sur monstre peut choisir un trait de monture. Ça nous évite de devoir passer par des bataillons, ça nous permet de jouer. Il y a une liste quand même qui est assez connue. Je crois que le Squigard a fait une vidéo avec une liste comme ça où il joue 4 Frostlords. Donc c'est bien représentatif, quoi. C'est super. Ça permet de leur donner des traits de monture, d'augmenter leur point de vie, leur létalité, les bonus qu'ils s'apportent entre eux. C'est super. Bon, ils ont une petite aptitude pour améliorer une prière, mais qu'on ne comprendra pas forcément. Et par contre, l'aptitude de commandement que les héros peuvent utiliser, c'est de toujours taper à profil maximal. Et ça c'est super, en fait. Ça permet de faire énormément de dégâts, parce que les mammouths perdent en puissance à mesure qu'ils subissent des dégâts. Et c'est assez problématique, parce qu'un mammouth qui est presque mort fait presque plus de dégâts. Et donc ça permet de les garder tout le temps à plein potentiel. Alors c'est vrai que maintenant que je dis ça, je pense qu'il faut que je précise que ces tableaux sont faits avec le plein potentiel de chaque mammouth. Après, il faut déduire, c'est assez proportionnel en termes de dégâts. On perd 15% à peu près par palier descendu. Grosso modo, voilà. Il y a des paliers qui se descendent 2 par 2 ou 1 par 1, mais si on compte 15%, c'est la fourchette haute, on va dire, de ces paliers. On pourrait dire 14. C'est pas assez exact parce que les paliers descendent pas tous de la même manière. Mais entre 13 et 15%, si jamais, pour les plus pointilleux, ça doit être ça. Donc c'est super, cette aptitude, elle permet de jouer vraiment une armée uniquement composée de monstres. Moi j'aime beaucoup, ça permet de faire des choses chouettes.
Les monstres peuvent se déplacer de 1 pouce supplémentaire proche du général. L'artefact est super aussi pour ce genre de choses. Donc franchement, ils ont tout fait pour. Ensuite, il y a les ventres foudres. Alors les ventres foudres, ça va être un peu comme pour le point viandard. Je vais passer de suite dessus parce qu'ils apportent quelques bonus au monde Fang, mais ils sont durs à mettre en place et pas si terribles, quoi. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. La dernière tribu, c'est les morts de froid. Et eux, c'est une tribu qui sert principalement à jouer les Yétis. Les Yétis et les Frost Sabres également, mais les Frost Sabres, ils ont d'autres moyens d'être joués, quoi. Mais c'est principalement pour jouer les Yétis, en fait. On a besoin de cette allégeance pour jouer les Yétis, à mon avis. Après, c'est que mon avis. J'ai jamais prétendu apporter la vérité avec ces vidéos. Moi, c'est juste pour échanger avec vous. Mais ils ont des bonus pour éviter de se faire toucher. Surtout l'aptitude de commandement qui permet de faire combattre les Yétis ou les Frost Sabres en premier. C'est-à-dire qu'on est censé attaquer toujours en premier avec nos Yétis, étant donné qu'ils peuvent engager à 6 pouces. Mais si jamais on se fait charger, on a quand même cette option pour leur permettre de taper en premier. Parce que c'est des unités qui tapent quand même bien, mais qui sont fragiles et qui ont besoin de taper pour faire quelque chose, quoi. Je suis pas sûr qu'elles tapent assez fort pour toujours se rentabiliser. Je pense que le Yéti, il est dur à sauver, mais qu'il est jouable. Il y a des listes qui peuvent se construire autour de ça. Ça va être les listes les moins répandues, c'est sûr, mais c'est très jouable. Donc cette habitude, elle est hyper importante pour ça. Et en plus, le général ajoute 1 au jet de blessure pour les Yétis et les Frost Sabres entièrement à 12 pouces de lui. Il blesse à 3+. Donc ils auront peut-être plus de problèmes pour toucher. Mais avec un point de co-générique, on peut toujours faire relancer les 1. C'est pas tout à fait perdu. Et après, ils vont blesser à 2+, donc ça fait mal, c'est plutôt bon. Et je pense que c'est un vrai moyen de jouer les Yétis. Ils peuvent être buffés par le sort festin de sang. J'ai envie d'aider cette unité de Yétis. Il va sûrement y avoir un Huskar avec eux, enfin, presque obligatoirement, parce qu'une des prières a permis de régénérer un Yéti. Quand on voit que c'est des figurines qui coûtent quand même 36 points, à chaque fois qu'on relève un Yéti, c'est super. Évidemment, en plus, on a un bonus de +1 pour lancer cette prière-là. Donc, elle est à explorer. Je suis pas sûr que ça fasse des miracles, mais je suis pas sûr que ça soit moins bon que le reste. Voilà. J'ai à peu près signalé tous les buffs dont on pouvait bénéficier. Non, c'est faux. Il y a une aptitude de commandement du Huskar sur Stonehorn. C'est le leader des bataillons en général. Qui peut augmenter les dégâts des montures Mournfang quand elles chargent. C'est une aptitude, ça coûte 1 point de co. Je ne sais pas si c'est plus rentable que de payer 1 point de co pour relancer les 1 à la touche. Franchement, j'ai pas fait le calcul. Mais ça a le mérite d'exister et donc il faut que je le dise. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, mais la prière du Huskar qui permet d'ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'un Beastclaw Rider entièrement à 18 pouces. Ensuite, je fais que dire ensuite, c'est pas bien. Pour finir, on peut parler brièvement des bataillons. Alors, c'est comme pour les Gutbusters, il y en a un mauvais auquel je vois pas tant d'intérêt que ça. En fait, il est encore pire que le mauvais des Gutbusters, à mon avis. Parce qu'il faut au moins mettre 3 Thunder Tusk Beast Rider. Et je pense que j'ai assez dit à quel point j'aimais cette unité. Et donc,
je vais pas parler de lui. Mais par contre, il y a le Jorlbad et l'Earlbad qui permettent de rentrer énormément de choses et même de composer son armée différemment. Si on préfère mettre plutôt des Beast Riders ou plutôt des Mournfang, c'est là où il va falloir faire un choix. En tout cas, on est obligé de mettre un peu de tout. Et puis c'est une liste qui se fait toute seule, quoi. Elle se construit avec des startco. Les effets sont bien, les deux effets sont bien. Le Earlbad rajoute des dégâts. Je ne l'ai pas mis dans les stats, mais ça rajoute des dégâts, des BM. C'est sur les jets de touche de 6. L'air de rien, les Mournfang font beaucoup d'attaques. Ils ont 7 attaques par tête. Donc il va en faire au moins une BM chacun. Ils sont 4, ça fait 4 BM. Ça fait du dégât. Les Stonehorn Beast Rider, c'est un peu pareil. Ils font 10, 6, 12. Voilà, ils font pas loin de 15 attaques. 15 attaques, c'est pareil, ça va faire au moins 2-6, ça fait 2 BM. C'est top, quoi. C'est que du bonus et ça réduit énormément les pauses. Ça donne un second artefact, un second trait de monture. Enfin, il n'y a rien à dire sur ça. Le Jorlbad, lui, c'est un petit mouvement, donc ça ne change rien aux stats. Mais c'est toujours bon à prendre. C'est exactement la même composition. Et après, il y a le Skal. Le Skal, c'est pas un bonus de combat non plus. Mais il inclut le Hunter et au moins 2 unités de Frost Sabre. Je pense pas que vous en mettiez 10 non plus, comme c'est possible. Et c'est au moins un Hunter, donc on peut même en jouer plusieurs. Pourquoi pas? Ça peut se défendre, je sais pas. S'il y a des gens qui jouent plusieurs Hunters, je suis preneur de conseils ou d'avis. Mais ça permet d'améliorer encore la charge des loups. Fait qu'ils ont déjà plus 3, avec ça plus 1 encore, plus 4. Ça fait des charges à 5 quand on arrive. 5, il y a un héros, 5 relançables. Ça se rate, hein, mais c'est bien. Enfin, voilà. J'ai fini sur cette partie-là. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et du moins, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout. J'en profite pour dire que j'ai réfléchi entre les deux enregistrements et je vais créer un sujet sur le Warfo pour poster ces vidéos déjà et pour attendre des retours de vous. Donc, je l'écrirai en description dans le Warfo. Mais de me proposer des listes, alors soit vous les mettez directement sur le sujet en question, soit vous me les envoyez par message privé, dans les commentaires de YouTube, je vous donne mon numéro de téléphone si vous voulez, c'est pas n'importe où, quoi. Et je vais faire une sélection, alors vous vexez pas s'il n'y a pas votre liste ou quoi que ce soit, c'est qu'une sélection personnelle et je suis loin d'être le stratège ultime. Je joue les ogres d'ailleurs, donc c'est pas... mais c'est bien si vous m'envoyez tout un tas de listes. J'essaierai de faire une sélection, je passais une dizaine de listes. 5 pour les Gutbusters, 5 pour les Beast Claw. Après, en fonction des variances, essayez de présenter plein de choses différentes. Voilà, vous pouvez même m'envoyer plusieurs listes, des trucs comme ça. Ça me ferait super plaisir si jamais vous daignez participer à ça. Et comme ça, je fais une sélection, j'ai étudié un peu le truc avec mon niveau de connaissance, et ensuite, je refais une vidéo où je détaille toutes les listes. Même quand vous les postez, vous pouvez mettre la façon de les jouer, ses avantages, ses inconvénients, ou des variantes. Je parle par exemple de l'Earlbad. Les listes Earlbad, je vais mettre Earlbad et Jorlbad, quoi. C'est la même composition et on parlera, je parle tout seul, mais c'est grâce à votre participation si jamais je peux faire un truc comme ça. Des différentes variantes, si on met un boucher ou pas, si on met plus de Beast Rider, plus de Mournfang, on accompagne avec un Frostlord ou on préfère
faire un monopause pur, je sais pas. Franchement, je suis preneur de tout et ça serait bien de voir tout un tas de choses comme ça. Donc après, je sais pas comment ça va se passer sur le Warfo, s'il faut mieux me les envoyer en privé pour pas flouder un truc ou j'en sais rien. Mais de toute façon, j'ai réfléchi entre les deux enregistrements parce que je réfléchirai entre le temps de poster la vidéo et le moment où ce sera fait. Donc on aura le temps de voir venir le truc. Mais ça serait bien de faire une troisième vidéo pour conclure un peu sur les ogres et ensuite passer notre Battle Tome. Je pense que le prochain truc, ce sera les pestilents. Et après, je sais pas si je m'étendrai si loin que ça dans les Skaven parce que ça fait un gros BT que j'ai pas forcément les compétences. Vous pouvez aussi me mettre si vous sollicitez un autre BT, si jamais ça vous plaît. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois. J'ai cité quelques autres chaînes dans la vidéo et j'ai déjà été en contact, par exemple avec Squigard, et il est super positif, donc je tenais aussi à le remercier. J'ai remercié déjà AOS Geek, mais Squigard, c'est super, il m'a un peu incité à me lancer, on va dire, d'en faire une paire de vidéos comme ça, amateur. Et c'était super gentil et positif comme démarche, quoi. Donc voilà, merci à tout le monde pour ceux qui ont regardé jusque-là. Allez, à la prochaine.